C'est exactement ce qu'il voulait là, donc, parce que lui il fait de la magie déjà, il essaye, il veut devenir magicien quoi. Son rêve de magie, c'est son rêve à lui. Il dit même les études ça sert à rien, moi je veux devenir magicien. Tout à fait, voilà. Il a des posters de magicien dans sa chambre, il veut faire ça. Et la boîte, c'est génial, elle lui donne exactement ce dont il a besoin. Ce qui est bien, c'est que le lendemain, elle lui donne encore autre chose. Et c'est une boîte un petit peu spéciale. C'est un peu trop beau pour que ça dure comme ça. Voilà, tout à fait. Elle donne, mais elle va peut-être prendre aussi. Ce qui est intéressant, outre l'histoire elle-même, mais dans la nouvelle, c'est aussi le mode narratif, qui est assez particulier et original. Le point de vue, c'est la boîte. Donc, c'est elle qui parle, en fait. Oui, tout à fait, ouais. C'est elle qui parle. Moi, j'aime bien dans mes nouvelles faire des expérimentations. Je veux dire, j'ai écrit aussi du roman, je sais pas si c'était classique, mais dans les nouvelles, c'est vraiment l'occasion de se lâcher, quoi, d'essayer des trucs. Hein. Bon, pourquoi pas prendre le point de vue de la boîte. Et puis, ma foi, ça n'a pas trop mal marché. Là encore, c'est plutôt une nouvelle sombre, en tout cas qui ne se termine pas forcément très bien. C'est aussi intéressant peut-être de montrer un côté un peu plus noir, un peu plus négatif de la magie, ou parfois peut-être on a tendance à vouloir un peu l'enjoliver. À la base, moi je suis parti sur la magie, dans le sens prestidigitation. Le thème c'était magie et sorcellerie. Ça m'inspirait pas plus que ça, parce que c'était très très large. Après, quand on voit l'éventail des nouvelles produites, je vois qu'il y a vraiment n'importe quoi là-dessus. Donc je suis parti sur la magie à la Garcimore. Et après, je n'ai pas voulu montrer le côté sombre de la magie. C'est venu comme ça. Les nouvelles que j'écris pour Alberti, en général, elles sont pas mal sombres. Donc, avec là encore les contraintes qu'on évoquait en début, qu'il ne faut pas non plus tomber dans quelque chose qui soit trop noir. Alors c'est pas gore, du tout. Non. Du tout. Donc je me suis dit, ils ne pourront pas me dire ça, mais c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai eu peur. Le personnage, ça a d'autres 15 ans et il se fait quand même bien maltraité. Oui, il lui arrive des trucs qui sont quand même pas sympas. Du tout. Je me suis dit, bon, ben, j'espère que ça va passer. Et c'est passé. Christophe qui dit oui. Oui, il n'y a rien qui vous a dérangé. Non. Ils sont plus à ça. Après, ils sortent tellement d'horreur. Mais ça aurait pu être une autre partie du corps. On sait à quelle partie exactement. Je ne sais pas, une en particulier qui est... Il y a un côté symbolique quand même. Oui, certes. Bon, ça me paraissait intéressant aussi avec la puberté. Très bien. Ben voilà, si vous voulez en savoir un petit peu plus... On peut dire un petit mot quand même sur les auteurs qui n'ont pas pu venir, soit parce qu'ils avaient des empêchements, soit parce qu'ils avaient des ennuis de santé, ou soit parce qu'ils n'ont pas entendu qu'on les appelait et qu'ils ne sont pas montés sur scène. Je pense à en particulier, dont je vais dire le plus grand bien, et Karim Berouka pour ne pas le nommer. Et donc il faut quand même dire un petit mot sur leur nouvelle. Et bon, ben voilà, je vais dire un mot sur la nouvelle de Karim Berouka qui clôt le recueil. On a décidé de terminer la dernière impression que vous avez en refermant le livre. C'est cette histoire épouvantable de vaisseaux spatiaux qui traversent des espaces interstellaires quasi infinis en étant propulsés à la sorcellerie et au mal, donc grâce à une sombre alliance avec des créatures quasi Lovecraftiennes qui hantent l'espace intersidéral. Voilà, il faut dire aussi un mot de la nouvelle de Jean Thirion qui retourne les apparences et dans laquelle des jeunes et des enfants handicapés, horriblement infirmes, tiennent en fait les rênes de tout un tas de choses. Je ne veux pas en dire trop. On peut dire un mot aussi de la très belle nouvelle de Lucie Chenu qui ouvre le recueil, qui est dans une ambiance très, très classique, très poétique, sur la magie de l'eau, et en particulier un message, à mon avis, connaissant Lucie, je pense que le message sur la pureté et sur le poison de la pureté n'est absolument pas innocent. Un petit mot sur Simon Sanahujas, puisque on a qualifié tout à l'heure son texte de fantasy. Si on remplace ce royaume d'Europe centrale imaginaire par un pays réel à l'époque médiévale, ça marche aussi. Donc pour moi, c'est pas vraiment de la fantaisie. Et ce qui compte, c'est cette chose qu'on aime quand on est un amateur de fantastique, qui est le déchirement et le basculement de la réalité. En plus, de cette façon, c'est un texte expérimental et on est assez content d'en avoir de temps en temps. Ouais, il a bien insisté sur la manière dont on devait le maqueter, d'ailleurs. Oui, parce que
il y a une division, presque une division d'écran. Il y a des colonnes juxtaposées sur ce qui se passe dans une version de l'histoire et une autre. Ce qui est intégral au déroulement de l'histoire, puisqu'il s'agit de l'histoire d'un grand sorcier qu'on vient trouver de très loin pour lui demander de modifier la réalité grâce à ses rêves. Et puis, il y a également la nouvelle de Jean-François Seignol sur le tango. Alors, on n'écoutera plus jamais le tango de la même manière. On m'a dit que Jean-François Seignol est actuellement en vacances en Argentine, ce qui m'étonne absolument pas quand on a lu sa nouvelle, puisqu'il s'agit de la magie du tango de Carlos Gardel. Là encore, c'est pas une magie très innocente, même si elle a à voir avec l'amour, en fait, elle est assez meurtrière. Je dis en passant, ces tangos, c'est pas le tchakapoum des grands-mères, mais le véritable tango, Carlos Gardel, qui est absolument magnifique, qui est une sorte de blues déchirant, et qui utilise à merveille la langue espagnole. Je vous invite à écouter un petit peu de Carlos Gardel pour sortir des clichés. Un petit mot aussi sur un auteur... Juste sur Carlos Gardel, on trouve facilement la chanson qui donne le titre à la nouvelle en tapant sur un moteur de recherche. Un auteur qu'on aime beaucoup, qui n'est pas là non plus, qui est Nico Bali. Nico Bali nous a écrit une espèce de nouvelle steampunk extrêmement bizarre, avec un mélange de fantaisie et d'effrayant, dont je pense qu'il a le secret. Voilà, c'est un auteur dont on est très content d'avoir publié des textes chez Malpertuis, et une espèce de quasi-roman qui s'appelle L'œil clos, et dont on attend le plus grand bien, en tout cas pour l'avenir. Avec un message écolo aussi en plus. Hein. Un message écolo très important. D'ailleurs, j'ai appris qu'il y a un film qui va sortir qui parle aussi des abeilles, puisqu'il est beaucoup question des abeilles. Sauf que là, la défense des abeilles est appuyée sur des arguments extrêmement bizarres. Et elle s'est passée dans l'histoire à différentes reprises d'une manière un peu occulte, d'après le texte. On parlait de Robert Darvel aussi, Robert Darvel, qui nous offre une ambiance à la Cronenberg. S'il était monté sur scène, il nous en parlerait sans doute mieux lui-même, mais Robert Darvel, je lui ai demandé comment il faisait pour trouver des idées aussi tordues, et il m'a répondu d'un air faussement étonné, tordu, mais pas du tout, c'est une idée très simple. Oui. Donc voilà, il s'agit de quelqu'un qui rend visite à un couple de jumeaux siamois, somnambules et sorciers. Et télépathes. Et télépathes. Et qui se fait séquestrer par eux parce que il au pluriel, ou elle, ont décidé de l'utiliser comme spectateur. Alors, on va nous livrer un Darvel pieds et poings liés. Il faut qu'on parle de sa nouvelle. Non. J'ai rien compris. Arrête. Donnez-lui le micro. Laquelle nouvelle Celle de l'entourage. Siamois et sorcellerie. Ah bah oui, bah c'est le thème de la sorcellerie. Pour moi, ça s'arrêtait à Mystique dans un chanteur. J'étais pas trop... Et puis un quart d'heure après, j'avais donc livré 2 siamois télépathes, sorciers et magiciens qui se battent l'un contre l'autre pour conserver, pour devenir un seul. En se coupant en deux ou en devenant un seul avec les deux corps. Voilà, c'est tout. Ça m'a fait un quart d'heure. C'est tout. Ça se termine un peu plus mal que ça quand même. Hein. Ah oui, mais ça, faut le lire pour savoir. Oui, ça se termine mal. Et non, mais parce que ça a l'air très simple quand vous le racontez, mais l'action elle-même est beaucoup plus compliquée. ah bah, ce n'est que du vécu, de toute façon. Ah bon? C'est un témoignage. Il y a le Renfétis. Alors, par contre, des jumeaux télépathes siamois, je crois que les télés se les arracheraient. Hein. Il y a le Renfétis dont on n'a pas parlé avec une jolie nouvelle. Cela dit en passant, je citerai juste un truc, c'est que quand même dans l'ento, il y a Jeanne Thirion, Laurent Fétis et Bernard Leonetti, qui sont des transfuges du polar. Donc ça fait un petit peu des passerelles entre genres et c'est quelque chose dont on est assez content. Alors un mot sur cette nouvelle de Laurent Fétis, justement, qui s'appelle Les filles de la doublure intérieure, qui se passe encore dans un bar. C'est pareil, c'est... Tout à l'heure, là, on est oui, encore, décidément, ça pourrait s'appeler l'homme des tavernes. Joli. Oui, c'est difficile à dire parce qu'en fait c'est une histoire qui commence tout en douceur et avec un basculement très brutal qui prend par surprise, qui en même temps est d'une logique implacable. Enfin, faut se méfier des apparences. Faut se méfier des apparences. C'est difficile de dire un mot sans déflorer les nouvelles en fait. Bah, on peut dire que c'est quand même un vieil homme qui se fait draguer dans un bar par une ravissante jeune femme. C'est le point de départ véritablement de bon, ce qui n'est pas autobiographique du temps Fétis est jeune, lui. Si j'avais écrit peut-être. On peut dire que cet homme n'est pas ce qu'il semble être, et elle non plus. Et que derrière son apparence, et elle non plus, mais ça on ne le découvre qu'à la fin, derrière son apparence de pilier de bar bien inoffensif, en fait il est tout à fait autre chose et moins inoffensif qu'il n'en a l'air. On n'a pas encore parlé de la nouvelle de Laurent Montesi. Alors Laurent Montez qui est effectivement la plus longue, donc on s'est demandé est-ce qu'on va la garder, est-ce qu'on va pas la garder. Finalement on a dit oui. Nouvelle qui est sous-titrée pièce de théâtre en 6 actes.
qui s'appelle Le sorcier de Brassac. Donc c'est l'histoire de 3 personnages assez écœurants, il faut bien le dire, qui sont des cadres supérieurs en partance pour un séminaire dans lequel ils vont parler de profit, de taux de marge, de recettes de marketing, etc. Et puis qui sont pris par la tempête et qui sont obligés d'aller demander l'hospitalité dans un château qui se trouve là et où ils ont vu de la lumière. Donc j'ai vu de la lumière, je suis entré, comme on dit. Et ils découvrent, chemin faisant, un singe apparemment apprivoisé, un vieux serviteur bossu, un maître qu'on ne voit qu'à la fin et que tout le monde appelle le maître, et un château très bizarre, tellement bizarre en fait que le chef des 3 businessmen croit que toute sa bande lui a fait une blague pour son anniversaire et lui a monté un spectacle, alors qu'en fait le lecteur sait bien que non, ce n'est pas manigancé, c'est de l'authentique sorcellerie, et bien entendu le singe, qui est un mandril absolument effrayant, va avoir un rôle tout à fait déplaisant dans ce qui va arriver à ces 3 personnages. Personnellement, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que j'ai retrouvé, je ne sais pas si j'ai pas eu l'occasion de le demander à Laurent, mais une ambiance qui était très proche des films gothiques classiques des années 60. C'est très Mario Bava et des choses comme ça, pour ceux qui s'est dit quelque chose. Enfin, c'est sûr que cette nouvelle, si c'était un film, il serait en noir et blanc, c'est obligé. Avec juste un peu de rouge colorisé a posteriori. Tiens, puisqu'on parle du rouge, on va pouvoir faire l'enchaînement tout trouvé avec la nouvelle d'Emmanuel